Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour, ça va bien? Ça va et vous? Bah, écoutez, maintenant qu'on est ensemble et qu'on va partager des expériences et des connaissances, c'est une belle fin d'après-midi. Super. Bonjour à toutes, bonjour à tous qui sommes. Vous êtes déjà sur le live. On attend un petit peu que les gens se connectent. Absolument. Bonjour à tous les internautes qui nous rejoignent, les passionnés de finance qui sont avec nous ce soir. Voilà, une petite trentaine. J'espère que vous nous entendez bien. Bonsoir Clémence. Bonsoir Quentin. A priori, les gens arrivent. Bonsoir Eline. Bien, bon, on va commencer du coup tranquillement. Donc je vous souhaite la bienvenue sur ce live Facebook organisé par Doc Finance. Donc je le rappelle, Doc Finance, la communauté de financiers, donc avec aujourd'hui 700 000 membres, donc une communauté qui grandit de jour en jour dans les différents milieux de la finance. Nous avons décidé de lancer les mois thématiques sur docfinance.com. Chaque mois, un secteur d'activité représenté à la fois par un article de fond qu'on rédige du coup en interne avec finalement des interviews d'entreprises et d'opérationnels que vous pouvez retrouver du coup chaque mois. Et une série de live sur Facebook sur justement le secteur qui est représenté. Donc le secteur qui est représenté ce soir, c'est le financement et l'investissement qui est un secteur on va dire très plébiscité par les jeunes financiers qui finalement qui rêvent un petit peu de ce secteur-là, et on va essayer de pouvoir en parler et de parler un petit peu des carrières qu'on peut trouver, notamment en M&A, parce qu'on va parler principalement aujourd'hui de fusion et acquisition. Comment se préparer, quelles sont les formations, les carrières, dans quel type d'entreprise on peut finalement exercer les métiers en fusion et acquisition. Donc pour cela, on sera accompagné de Michel Leroy, qui est avec nous, donc responsable du nouveau MBA Financial Equity Value de l'ESAM, professeur à l'Université de Nanterre, consultant en entreprise et spécialiste de l'évaluation d'entreprise. Donc il aura le plaisir de répondre à vos questions. Et puis moi je suis Sébastien Guichard, donc cofondateur de Doc Finance, et j'aurai le plaisir d'animer ce live. Donc là on est ensemble pour une heure environ pour répondre vraiment à vos questions. Donc n'hésitez vraiment pas à les poser en commentaire de ce live. On y répondra avec plaisir et au fur et à mesure. Dans un premier temps, je propose Michel de puissiez vous présenter en quelques mots. Très bien, merci de cette introduction. Bonsoir à tous les internautes. Donc bonsoir à Clémence, Amine, Sylvain, Éline, Maxime, Alexandre notamment, ceux que je vois en tout cas sur le site. Je vais essayer de répondre à vos questions ce soir. Donc, à quel titre? Moi, je suis spécialiste en évaluation d'entreprise et bien évidemment, c'est un des outils qu'on va utiliser dans les fusions-acquisitions. Parallèlement à ça, je suis donc docteur en sciences de gestion. Je suis plus spécialisé, plus exactement en finance d'entreprise, finance de marché. Et donc, à ce titre, j'enseigne notamment les fusions-acquisitions dans des structures comme notamment l'ESAM et l'Université de Nanterre, voire d'autres. Donc l'idée que j'avais pour démarrer, afin de vous donner les quelques bases de travail, ce serait de commencer par faire un lien entre les différentes crises qu'on peut observer et puis le secteur des fusions-acquisitions, puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir. Tout à fait. Donc on va pouvoir effectivement introduire là-dessus. En attendant les questions, donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, on va y répondre. En attendant, on va faire une petite introduction avec Michel sur le M&A en période de crise, parce que c'est un petit peu le moment.
puis on va en parler avec Michel. Tout à fait. Alors, on observe que lorsqu'il y a une grande crise économique, politique ou sanitaire, éventuellement, on va en parler, il y a toujours des mouvements de fusion-acquisition qui s'opèrent. Donc, je prendrai deux exemples principaux. 1989, donc là, c'est une crise politique, géopolitique, c'est la chute du mur de Berlin. Donc là, on se retrouve dans une situation assez simple. Le secteur de l'armement implose littéralement, puisqu'on n'a plus besoin de fabriquer autant d'armes pour se défendre contre l'ex-bloc soviétique. Et donc, on voit des fusions-acquisitions, des scissions qui s'opèrent dans tout le domaine de l'armement, de l'aéronautique, etc., etc. Donc là, ça a été un déclencheur qui a vraiment impliqué un gros mouvement à ce moment-là. Deuxième exemple, c'est la crise de 2008. Là, on a une crise essentiellement bancaire puis financière qui apparaît. Et là, on a les banques qui sont dans la tourmente qui se dessine. Et là, on voit des opérations de fusion, de scission sur le secteur bancaire. La Société Générale va revendre certaines filiales rachetées par d'autres PNP, Amundi et autres. Donc là, on voit une reconfiguration. Donc on peut envisager pour les années qui viennent, c'est-à-dire d'ici 3-4 ans, des opérations de fusion-acquisition très importantes liées donc à la crise du Covid. Il y a des entreprises qui vont avoir des problèmes, il y a des entreprises qui ont du cash, il y a de l'argent qui est pas cher. Donc à un moment donné, il y a des reconfigurations aussi avec la Chine, avec les États-Unis. Donc tout ça fait que vraisemblablement, on va aller sur des grosses opérations de fusion-acquisition dans tous les domaines, que ce soit à des niveaux macro, donc internationaux, globaux et évidemment locaux. Et donc, je pense, de grandes fusions vont se mettre en place un peu partout à l'échelle planétaire et au niveau local en France notamment. Oui, donc, si je comprends bien, on va dire les périodes de crise, c'est plutôt favorable au M&A. Toujours. Alors, on va voir. Évidemment, les M&A se développent d'une manière relativement stable quand on est sur des logiques de développement d'entreprise. L'objet même d'une entreprise, c'est de la croissance. On appelle ça la croissance organique, sauf qu'à un moment donné, la croissance organique, c'est la théorie de la maximisation du profit, elle s'arrête, parce qu'en fait, il faudrait passer à un stade supplémentaire, donc investir pour relancer, pour accélérer la machine. Mais investir, c'est augmenter ses frais fixes, donc mécaniquement, c'est baisser son seuil de rentabilité, et donc augmenter son risque. Donc la solution, c'est de racheter quelqu'un d'autre, ça va plus vite. On rachète un marché qui existe déjà, et donc on prend nettement moins de risques, et donc cette croissance dite externe, c'est ce qui fait qu'il y a toujours des fusions-acquisitions partout dans le monde, en permanence chaque année. Mais là, la crise déclenche un mouvement encore plus fort. Voilà, donc je pense qu'il y aura une augmentation importante. Et donc, c'est ce qui intéresse nos internautes ce soir, j'imagine, c'est est-ce que ce type de métier est porteur? Je crois que la réponse est globalement oui, c'était ça un peu l'objet de cette introduction. C'est plutôt une bonne nouvelle pour celles et ceux qui nous écoutent en tout cas, parce que effectivement, déjà le M&A c'est un secteur qui fait rêver beaucoup de financiers globalement. On va pas se mentir. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que la crise va fermer des portes? Alors je pense qu'elle ferme des portes peut-être sur le moment, mais si je comprends bien, du coup, ça va se rouvrir dans quelques mois. Quelques mois, oui. Ouais. Oui, ça va pas durer une éternité parce qu'il faut absolument que l'économie reparte et donc il y a de l'argent, quoi. Il y a des grandes entreprises qui ont de l'argent, il y a des grands secteurs qui se sont vraiment qui ont engrangé du cash. Donc je pense à la grande distribution, notamment alimentaire, qui était à l'agonie il y a encore un an et qui aujourd'hui va plus que bien. Donc oui, il va se passer des choses, c'est certain. Alors on a une première question de Clémence que j'affiche. Donc quelles sont les formations qu'il faut suivre pour travailler dans les fusions-acquisitions? Bonne question. Très bonne question, mais très complexe. En fait, le secteur des M&A, c'est un secteur qui regroupe, voilà, donc je réponds en même temps à la deuxième question de Clémence, ces différents métiers dans ce domaine justement. C'est ça le problème, c'est que c'est un domaine, d'abord c'est pas un métier, c'est un domaine, et vous avez raison de le dire, c'est un domaine qui regroupe beaucoup de corps de métier, j'ai envie de dire. Le premier corps de métier auquel on pense, évidemment, c'est toute la partie analyse financière. Il faut être capable de faire une analyse financière pour pouvoir travailler dans ce domaine-là.
Puis ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'on a fait l'analyse financière, ou plus précisément le diagnostic financier, on doit être capable, sur ces bases, de développer une évaluation d'entreprise. Donc le deuxième métier, c'est l'évaluation d'entreprise. Donc c'est pas le même, hein, je ne le mets pas au même niveau. L'analyse et le diagnostic, je regarde ce qui se passe et ce qui pourrait s'améliorer. Et puis le deuxième métier, c'est l'évaluation. J'essaye de savoir combien ça peut valoir et donc qu'est-ce qu'il faut mettre en face comme chèque avec les zéros qu'il faut pour acheter l'entreprise. Donc ça, c'est le premier métier qui est un métier un peu technique. Le deuxième métier, corps de métier, c'est le domaine juridique. Il est clair qu'une fusion-acquisition s'opère toujours avec des avocats, toujours avec des juristes qui vont préparer les dossiers, préparer les contrats. Donc ce dossier-là, ce métier-là, pardon, il est fondamental. Le troisième métier, c'est un métier qui peut être plus lié à l'ingénierie, le métier de l'ingénieur, parce qu'on est sur des secteurs d'activité spécifiques. Et donc, à partir de là, on commence à avoir déjà 3 typologies bien précises. Donc, ce n'était pas seulement de l'analyse financière et de l'évaluation dont il s'agissait, mais c'était des métiers différents avec essentiellement donc les compétences techniques. Je viens de vous les évoquer, hein, c'est juridique, c'est financière, c'est comptable. Par contre, ce qui manque ce qui manque systématiquement et qu'il faut aller chercher désormais, c'est ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire justement les compétences interpersonnelles, relationnelles. Et ça, celles-là, il faut les acquérir. Alors ça s'acquiert aussi par la formation, mais pas que. Il y a une appétence. Hein. Si on n'aime pas les gens, on va avoir du mal à travailler avec eux. En revanche, si on a des techniques, on peut améliorer un petit peu cette capacité qu'on va avoir à travailler en équipe et en groupe. Donc il n'y a pas dans une M&A, il n'y a pas un métier, il n'y a pas un spécialiste, il y a des spécialistes qui travaillent ensemble en gestion de projet. Ok. Voilà, donc je pense avoir répondu à la question de Clémence par rapport aux différents métiers. Maintenant, quelles sont les formations? C'est lié. Formation, vous avez toutes les formations d'expertise comptable style DSCG, DEC, qui sont une partie. Vous avez toutes les formations qui sont au niveau de Master 2 dans les domaines donc, de la finance d'entreprise essentiellement. Donc là, vous avez à Nanterre, il y en a un, puis vous en avez évidemment dans des écoles de commerce comme les AM ou d'autres qui proposent donc des masters dans ce domaine-là, voire même pour ceux qui ont un tout petit peu de bouteille, le fameux MBA qu'on est en train de monter avec les AM justement pour former entre guillemets des spécialistes dans ce domaine, à la fois technique, mais aussi, j'insiste, dans les soft skills qui sont très très importants, qui sont ce qui manque le plus aujourd'hui. Notamment le côté relationnel, quoi. Le côté relationnel est important quand même en M&A. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, ça veut être, je ne sais pas sur le premier métier qu'on fait en général, c'est analyste, non? On rentre par la porte de l'analyse. C'est-à-dire que là, on va tester vos compétences techniques, soit par l'analyse, soit par le droit. Des deux. D'accord. Et après, le côté relationnel vient après, je suppose. On n'est pas tout de suite en relation avec les clients. Oui, mais vous êtes en relation avec l'équipe. Oui, bien sûr. Là, c'est vraiment un team qui se met en place, il y a un team building qui se met en place, et voilà. Si vous n'êtes pas dans le relationnel dès le début, vous allez avoir du mal à rester dans l'entreprise, quoi. On a une autre question de Sidic. Bonsoir Sidic. Quelles sont les compétences techniques et interpersonnelles, alors on en a parlé un petit peu déjà, mais à avoir pour réussir dans ce métier? Alors, compétences techniques. Les compétences techniques, c'est toutes les compétences de l'analyse financière et de l'évaluation. Donc c'est la capacité de comprendre les chiffres et de les démonter et de voir ce qu'il y a derrière le miroir. Donc ça signifie aussi vraisemblablement avoir des compétences qui dépassent les compétences qu'on peut envisager au plan du PCG en France. Donc je réponds partiellement à John. Effectivement, la connaissance des IFRS et puis des normes internationales est importante. Donc pourquoi pas le CFA, qui peut être un plus, effectivement. Les gens de CFA sont très appréciés, mais surtout dans les grandes entités, dans les banques notamment, enfin on en parlera tout à l'heure. Et donc les compétences techniques, c'est celle-là, c'est vos capacités à analyser le risque et à le modéliser. Voilà, donc ça c'est principalement une compétence technique dans la partie finance. Hein. Dans la partie juridique, c'est le montage de due diligence, la négociation de contrats, tous les pactes d'actionnaires divers et variés qui vont être importants dans la négociation. Et puis interpersonnel, je préfère relationnel qu'interpersonnel parce que
interpersonnel signifierait qu'on travaille l'un avec l'autre, l'autre avec l'un, etc. Non, relationnel, c'est on travaille avec tout le monde en même temps. Donc là, il vaut mieux avoir une appétence pour ça, quoi. Quelqu'un qui est très, très, très renfermé, très timide, va falloir qu'il s'ouvre, hein, parce qu'on va avoir besoin de lui, il va falloir qu'il défende son idée, il va falloir qu'il la justifie aussi, qu'il la défende parfois. Il y a beaucoup de concurrence en M&A quand même dans l'équipe. Il y a pas mal de concurrence, non ? Pas comme ça. Non. Peut-être dans les grandes banques d'affaires. Moins peut-être dans les petites boîtes, petites boutiques. Alors, dans ce qu'on appelle entre guillemets les boutiques, il n'y a pas beaucoup de concurrence parce que l'enjeu c'est d'optimiser le système. Oui, voilà. Et puis bon, je pense que c'est une petite équipe, quoi. Donc c'est un peu différent. Alors dans les grandes banques, c'est autre chose. Là, déjà, c'est pas toujours les mêmes individus. Peut-être qu'ils ont des aspects carriéristes qui vont faire que en gros, il y a du sang sur la neige, quoi. Donc on peut s'entretuer. Donc effectivement, là, voilà, mais ça, c'est la vie, quoi. Vous connaissez ça partout, pas que dans les équipes de M&A. C'est sûr. Et du coup, sur le CFA, parce qu'on en a parlé rapidement, mais il me semble qu'il y a 3 niveaux dans le CFA, hein, c'est ça, Michel. Il y a 3 niveaux, oui. Ça vaut le coup de les passer. Alors, honnêtement, justement, sur la partie M&A. Alors, sur la partie M&A, pour travailler sur des très très gros deals, oui, ou pour travailler dans des très grosses entreprises qui passent leur temps à en pister d'eau. Donc je pense à, je sais pas, quelqu'un qui veut travailler chez Apple, chez Amazon, qui ont des cellules spéciales. Il n'y a pas que les banques et les boutiques de gestion qui font du M&A. Il y a aussi en interne dans les groupes, par exemple, Airbus a une cellule spéciale et là, effectivement, ils peuvent embaucher du CFA parce qu'ils ont une logique et une vision globale, quoi. Donc, ils peuvent parler en anglais, ils peuvent développer du business worldwide. Donc, oui, le CFA peut être intéressant, mais c'est un sacré investissement. C'est un sacré investissement. Le niveau 1, il est assez facile, entre guillemets, à obtenir pour quelqu'un qui a un Master 2 de finance, pour travailler un peu, mais enfin, ça va. Le niveau 2, c'est un petit peu plus compliqué, mais on peut y arriver en travaillant un petit peu. Par contre, le niveau 3, comptait pour moi un an à temps plein, quoi, parce que là, on grimpe une sacrée marche, quoi. Là, on est sur une autre planète. Mais la contrepartie, c'est qu'on démarre à 150K. Donc, oui, c'est un investissement, donc ça veut dire qu'il faut bosser, quoi. C'est sûr. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à... je sais pas, c'est John. John, n'hésitez pas à nous dire si la réponse vous convient, s'il y a besoin d'un petit peu plus de précision, mais grosso modo, voilà, 3 niveaux et voilà, le dernier niveau très difficile, mais finalement qui vaut le coup quand même, d'après ce que je comprends, notamment au niveau salaire. C'est clair. Et puis au niveau, pour être simple, l'image que je donne de temps en temps aux étudiants pour leur expliquer ce qu'est le CFA, c'est j'ai décidé de faire le tour du monde à la rame et puis j'arrive à Singapour et j'ai plus de pognon. Donc je rentre dans une grosse boutique, je lui dis bonjour, j'ai un CFA, le type, vous bossez le lendemain matin, quoi. Voilà. C'est the diplôme au niveau mondial. Bien sûr. On a une autre question. Alors, Dicky. Ouais, c'est intéressant parce que de plus en plus peut-être. Ah, pardon, Michel. Oui, c'est ça. J'étais sur Iki. Oui. C'est bon. Ouais. Donc. Oui, c'est bon. Ouais. La réponse est oui et oui. Oui et oui, oui, parce que c'est intéressant au plan, comment dirais-je, de la compréhension du domaine. Et oui, en plus, parce que ça va devenir indispensable. Moi, je conseille à tous les jeunes qui s'intéressent à la finance de faire une petite formation en codage. Il ne s'agit pas de devenir un expert, mais il s'agit de comprendre comment ça fonctionne pour créer ses propres analyses de données, si vous voulez. Donc moi, je vous conseille de filer, je sais pas, il y a des tutos sur le web qui sont très bien faits, qui vous permettent d'apprendre à coder un minimum. Donc ça vous permet d'avoir une toute petite autonomie dans votre réflexion pour aller chercher de la data et l'optimiser. Mais oui, de toute façon, dans les équipes de M&A, il va y avoir de plus en plus de data scientists, ça c'est sûr. C'est ça. Pour croiser de l'info. Donc la réponse est oui. Et est-ce que du coup, dans les formations qu'on va créer, ouais. Il y aura une partie data analyse, oui, bien sûr. Ok. C'est impératif. On a une autre question de Maxime.
Ok. Alors, le département des Transaction Services peut-il être une porte d'entrée ainsi qu'une bonne formation pour intégrer le M&A par la suite? Alors, sur le papier, oui, surtout que bon, les transaction services, ils sont chez les gros cabinets d'audit. Donc, je sais pas, je pense à Deloitte, je pense à EY, etc. Donc là, c'est clair que, donc ça, c'est un petit aparté qu'on peut faire sur l'évolution des métiers, dont vous avez tous entendu parler ou pas, mais il faudrait vous renseigner dans ce cas-là de la loi Pacte, qui a pour ambition de faire baisser l'obligation de baisser donc les obligations pour l'audit au niveau des grosses entreprises. Donc ça va signifier à peu près 60% de perte de chiffre d'affaires pour les grands cabinets d'audit. Donc ça veut dire aussi mécaniquement, on estime qu'il y a à peu près vraisemblablement 4000 auditeurs qui sont sur la sellette. On ne sait pas très bien ce qu'ils vont devenir. Donc la seule solution pour qu'on ne perde pas toutes ces compétences, c'est de s'orienter sur autre chose. Donc là, justement, sur tout ce qui est Transaction Services, et qui peut être effectivement, mais à mon avis, sous réserve d'arriver à se spécialiser dans un domaine, la banque, l'industrie lourde, l'aérospatiale, l'agroalimentaire, qui peut effectivement vous ouvrir des portes vers le M&A, je pense. Mais à mon avis, avec une spécialisation dans l'analyse sur lesquelles vous travaillez. Voilà, si vous faites Transaction Services sur tout et n'importe quoi, bon voilà, ça ne va pas vous donner un point supplémentaire. Par contre, si c'est spécialisé sur l'agroalimentaire, par exemple, alors là, oui, ça c'est clair. Je ne sais pas si j'ai répondu à Maxime. Bon, je pense que oui, mais Maxime, n'hésitez pas à nous le dire. Du coup, parce que voilà, le sujet du live, c'était aussi les petites boutiques, les grandes banques d'affaires. Moi, grande banque d'affaires, bon, je pense tout de suite au Tier 1, je pense à JP Morgan, je pense à Goldman Sachs, je pense à Citi, Merrill Lynch, Bank of voilà, c'est ça. America, bah oui. Est-ce que, voilà, on entend beaucoup parler en fait de l'importance du nom de l'école, on va pas se le cacher, pour ce type de banque-là. Est-ce qu'il y a des moyens, en venant d'une école qui est moins reconnue que HEC, etc., de se démarquer, de pouvoir intégrer quand même ces entreprises-là? Alors peut-être pas au début, mais on parlait justement de la Transaction Services, on parlait du CFA. Est-ce qu'il y a quand même des moyens, notamment avec le réseau, où c'est complètement mort? Bah, moi, je crois qu'il y a des moyens. En fait, il y a deux moyens potentiels. Le premier, c'est effectivement de passer par Transaction Services et puis comment dirais-je, d'essayer de mettre un pied dans la porte, quoi, hein, pour éviter qu'elle se referme et puis se faufiler et de passer par le réseau que vous allez constituer, parce que le réseau, ça compte beaucoup, hein. HEC est un réseau, c'est sa première fonction, hein, avant même les compétences qu'on peut y acquérir. Donc ça, c'est la première solution. Puis la deuxième solution, ça peut être aussi de passer par des petites boutiques qui ont aussi des spécialités qui intéressent les grandes banques. Et donc qui, globalement, les grandes banques, quand une petite boutique commence à être intéressante, vont la racheter tout simplement. Et donc à partir de là, vous allez passer dans un autre monde qui peut vous donner une ouverture vers justement ces grandes banques d'affaires. Alors après, faut pas se cacher les choses, hein. La première contrainte, à mon avis, c'est déjà de parler anglais. Parce que bon, on n'est pas connu, même si on n'est pas si mauvais que ça quand on y réfléchit, mais on n'est pas connu pour être des grands anglophones, vous voyez, au niveau français. Donc voilà, ça c'est une contrainte qui est quand même très importante, bon, au niveau de ces grandes banques comme JP, Chase et autres, hein. Voilà. Mais oui, il y a des options, mais elles sont rares, hein, Ouais. C'est le réseau qui va faire le reste. Et je pense aussi c'est la spécialité dans laquelle vous allez évoluer. Choisissez quelque chose qui soit à part. J'ai cité notamment l'agroalimentaire. Attendez, l'agroalimentaire, ça intéresse le monde entier. Donc si on a des compétences dans ce domaine-là qui sont reconnues, n'hésitez pas à créer des blogs, à partager des choses, à montrer votre intérêt. Participer sur LinkedIn à des séminaires, à des groupes de travail, investissez-vous et voilà, vous serez repéré. Hein, LinkedIn, ça sert à ça, hein. LinkedIn, pour les entreprises, sert aussi à repérer
les petits jeunes qui montent et qui ont envie, qui ont faim et qui ont du potentiel. Et après, ils sont contactés, hein. Alors, c'est une option. Du coup, on a justement une question de Nisrine qui demande un peu les avantages et les inconvénients finalement d'exercer le M&A en petite boutique ou en grande banque d'affaires. Ça serait quoi déjà en petite boutique? C'est quoi les avantages finalement de travailler dans une petite boutique par rapport à une grande banque d'affaires? Une petite boutique, l'avantage, moi je pense que c'est beaucoup plus formateur, parce que comme il y a beaucoup moins de monde a priori, on voit beaucoup plus de choses. Et donc si on arrive à se positionner correctement en termes justement de ces soft skills, de son relationnel, on va vous confier de plus en plus de travaux, on va vous intégrer de plus en plus dans la gestion de projet, etc. Alors que dans une grande banque d'affaires, bon, si vous n'avez pas fait HEC, etc., vous allez commencer par porter les valises. Et puis, je suis pas sûr que ça vous dégoûte pas au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que vous soyez pas upset par tout ce que vous voyez et qu'à un moment donné, vous soyez pas, comment dirais-je, vous preniez pas comme un boomerang le fait, oui, mais toi, tu as fait quoi? Ah oui, tu n'as pas fait HEC, blabla, voilà. Euh, c'est- 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 Voilà, donc moi, je pense qu'on apprend beaucoup plus dans les petites boutiques que les grandes banques d'affaires. Vraiment. Par contre, c'est pas les mêmes deals, évidemment. Peut-être qu'on en voit aussi davantage. On va travailler, Peut-être je plus pense qu'on est polyvalent, plus imaginatif, oui, plus plus polyvalent peut-être. polyvalent, plus imaginatif, en disant, tiens, j'ai rencontré un tel, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas le mettre en relation avec celui-là, et donc de gérer comme ça son réseau et de pouvoir développer. On est beaucoup plus commercial, entre guillemets, négociateur dans les petites boutiques que dans les grandes banques d'affaires, où là, on est juste quelqu'un qui a un bel attaché case en crocodile avec des chaussures adaptées et un beau costume. C'est pas la même chose. Et du coup, euh, ça se passe sur les grandes banques d'affaires. On va plutôt être sur la partie internationale. On va plutôt partir à Londres, je suppose. À Paris, bon, c'est pas le gros du marché. Est-ce que c'est Non, vrai? quoique, la BNP Paribas a quand même une grosse cellule de fusion-acquisition à Paris. Donc, Ouais. non, non, il n'y a pas que Paris, hein. N'oubliez pas quand même que les groupes français, et c'est assez paradoxal, font partie des groupes qui rachètent le plus d'entreprises étrangères. Il y a beaucoup plus d'entreprises françaises qui rachètent des entreprises étrangères que d'entreprises étrangères qui rachètent des entreprises françaises. Donc, Ça se c'est un passe en très très France? gros volant. Ça se Oui, passe oui, en France? oui, bien sûr, puisqu'on a toutes les salles de due diligence sont installées en France. Alors après, on va travailler évidemment avec les, des collaborateurs qui sont à Singapour, à Londres, à New York ou dans des grands centres d'affaires, mais le, la- le gros du métier, si vous voulez, vraiment la stratégie, elle est à Paris, elle est pas ailleurs, pour des banques comme la BNP, qui est quand même un des leaders européens dans le domaine, hein. Parce que c'est intéressant parce qu'on parle des grandes banques d'affaires, un peu anglo-saxonnes, on parle des petites boutiques. Après, il y a BNP, il y a CACIB, il Tout y à a les fait. banques françaises finalement qui sont sur plusieurs marchés, euh, Oui, sur la ah banque de oui, qui détail sont très notamment. Mais dynamiques. peut-être que ces banques-là sont peut-être un peu plus ouvertes, non, sur les profils, sur Bah, les formations. Ou c'est quand ouais, même c'est quand même je suis relativement pas fermé. sûr. Je suis pas sûr parce que les banques françaises utilisent des diplômes français. Hein, je me rappelle d'une histoire qui circulait, c'est une grande entreprise américaine qui rachète une entreprise française. Donc le PDG fait son premier comité de direction, le CODIR, et puis donc tout le monde se présente. Alors Monsieur Machin de bidule de trucs qui a fait Sciences Po, Monsieur X qui a fait Polytechnique, Monsieur Y qui a fait HEC, Monsieur Machin. Et donc on fait le tour de table comme ça, puis tout le monde jette ses diplômes. Puis le PDG américain dit, OK, mais à part ça, qu'est-ce que vous savez faire? Et donc là, il y a un froid s'est installé dans la salle parce que voilà, le diplôme en France, c'est ce que vous présentez et ce sur quoi vous êtes pris, alors qu'aux États-Unis, c'est pas le diplôme, c'est d'abord ce que vous savez faire et l'envie que vous donnez. Donc, c'est pour un diplôme français de entre guillemets qui n'est pas considéré aussi important qu'HEC, ESSEC ou autre, c'est peut-être à Londres ou à Toronto qu'on réussit le mieux. Et du coup, moi j'entends aussi pas mal parler
tout cas, les entreprises plébiscitent beaucoup les ingénieurs. Qu'est-ce que vous en pensez du coup des profils ingénieurs? Ah oui, oui, oui. Moi, dans le domaine de l'analyse financière, hein, pas de l'évaluation, dans le domaine de l'analyse financière, les ingénieurs sont extraordinairement demandés parce qu'ils sont spécialistes d'un domaine d'activité. Par exemple, je parle tout à l'heure de l'agroalimentaire. Il faut être très clair. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui a des compétences dans un domaine d'activité, c'est pas difficile de le former à l'analyse financière. C'est pas difficile du tout. Vous prenez le gars, vous le mettez en formation pendant un mois intensif dans un bon centre de formation. Il a une culture mathématique qui fait que on va lui expliquer ce que c'est que la compta, comment ça fonctionne, quels sont les enjeux, parce que finalement la compta c'est quoi? C'est des normes qui s'appliquent. Donc il connaît ça l'ingénieur, les normes. Une norme ISO, c'est le PCG. Hein. Le PCG est une norme ISO en fait. Hein. On fait comme ci, comme ça. Et donc à partir du moment où il a une connaissance du métier, alors on va le former et puis on l'accompagnera sur l'analyse financière et ce sera un excellent analyste financier. Oui, c'est ça. Donc en C'est-à-dire fait, les concurrents, c'est les ingénieurs, c'est pas HEC, que clair. les ingénieurs qui vont, l'intérêt c'est quand même de faire une petite formation sur la partie finance, hein, pour se spécialiser. C'est quoi? C'est un MBA justement? C'est un master 2? Alors, vous avez Un master SP? pendant longtemps, il y a eu les IAE, c'était leur job. Hein. Les IAE, c'était leur boulot, c'était de former uniquement des gens qui avaient déjà un diplôme pour leur donner comment dirais-je, une teinture financière. Donc en fait, moi j'ai fait un IAE dans une autre époque et j'avais des médecins avec moi, j'avais des pharmaciens, j'avais des ingénieurs. C'était ça l'enjeu. Maintenant, les IAE font un peu des formations dans tous les sens, comme tout le monde. Donc oui, aujourd'hui, c'est, je pense, pour l'ingénieur qui a déjà un master, puisque c'est un Bac plus 5, c'est ce qu'on appelle les masters ou les MBA. Donc là, il y en a. Donc celui qu'on monte à l'ESAM, évidemment, est disponible. Et les ingénieurs sont des profils qui sont très intéressants. Très intéressants. On a Nisrine qui repose une autre question. Bon, ça a déjà été un petit peu évoqué, mais on peut peut-être creuser. C'est les différences entre le M&A en petite boutique, en grande banque d'affaires. C'est la taille du deal, non? Alors il y a la taille du deal, ça c'est clair. Il y a aussi le mode de fonctionnement. Il y a beaucoup plus de secrets dans la grande banque d'affaires que dans les petites boutiques de gestion. C'est-à-dire, il y a un partage d'informations qui est à un autre niveau. Le troisième, évidemment, c'est les moyens. On va plus facilement prendre un avion pour faire un Paris-New York quand on est en grande banque d'affaires. Ce sera plus compliqué quand on est sur une petite boutique parce que voilà, même s'il y a de l'argent, c'est pas non plus extensible. Les rémunérations seront peut-être aussi un petit peu plus faibles en petite boutique qu'en grande banque d'affaires et avec beaucoup plus de parts de pourcentage, un fixe plus léger et puis un pourcentage plus important en petite boutique. Voilà. Par contre, l'intérêt des petites boutiques, c'est que le travail est beaucoup plus, comment dirais-je, large, beaucoup plus intéressant, selon moi, alors que dans les grandes banques d'affaires, c'est compartimenté à la fois en termes de technique, mais aussi en termes de partage d'informations. Donc, vous êtes un petit Lego, si vous voulez, dans la construction totale, dans la banque d'affaires. Alors que dans une petite boutique, vous êtes vraiment partie d'une équipe. Et c'est vraiment un team qui partage de l'information, parce que là, il faut optimiser. Voilà. Je ne sais pas si c'est la réponse que vous pouvez donner. Est-ce qu'il y a une différence au niveau, parce qu'on parle aussi beaucoup des horaires de travail en M&A, on va pas se le cacher. Des horaires de quoi? De travail, on est sur quand même compris la question. Sur des horaires de travail. On est quand même sur. Qu'est-ce que ça veut dire des horaires de travail? C'est-à-dire je comprends pas. à quelle heure on part, à quelle heure on termine. Sur le M&A, voilà. Donc d'accord que. Non, ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les grandes banques d'affaires et les petites boutiques à ce niveau-là ou c'est non, c'est kiff. Ouais. Quand vous avez un dossier, on peut prendre l'exemple, un des exemples qui est connu, c'est le rachat de SFR par Altis. Et à l'époque, quand ils étaient en concurrence, et Bouygues s'était aussi positionné sur le rachat de SFR. Donc là, on est il y a une dizaine d'années. C'est pas compliqué. Le siège de SFR, c'était en haut des champs. Donc, et puis en face, en gros, pour simplifier, il y a deux bars-restaurants. Altis, s'est mis dans un bar-restaurant, et puis Bouygues dans l'autre. Ils ont campé là, jour et nuit, pendant 10 jours. Ils ont campé.
Et donc, ils ont bossé comme des fous jour et nuit. Ils dormaient sur les banquettes parce que le deal, fallait y aller, fallait que ce soit rapide. Je vous rappelle que quand on a une opération de fusion-acquisition, alors dans les grandes entités, hein, mais pas que, on a une obligation légale, contrôlée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, de divulguer l'information à partir du moment où elle peut être, comment dirais-je, divulgable. C'est-à-dire, à partir du moment où le secret ne peut plus être tenu, on est obligé de dire ce qu'on est en train de faire. Ça vous tue une fusion-acquisition si vous êtes obligé. Donc, il faut garder le secret, et pour ça, il faut aller vite. Et donc là, c'est l'intensité. Quand on est sur un deal, c'est jour et nuit, quoi. Non, non, il ne faut pas compter rentrer à la maison. L'anniversaire de votre copine ou de votre copain, vous l'oubliez, ce sera l'année prochaine. Voilà, c'est clair. Sinon, il On faut a aller en toujours finance des de choses de marché. recharge. Ouais, C'est un petit peu ouais. plus Non, parce que oui, équilibré, peut-être. c'est pire que oui, non, c'est pire que les finances de marché. Les finances de marché, Ouais, c'est il y a ça. quand même des moments où vous pouvez dormir parce que ça, voilà, comment dirais-je, le secteur sur lequel vous êtes se calme un petit peu parce que voilà, mais ça va être intense sur des périodes très courtes. Par contre, sur la M&A, ça peut être intense sur une période relativement longue, hein. Je vous rappelle que la fusion ArcelorMittal a mis 6 mois, hein. Ça peut dire qu'ils ont pas évité de dormir pendant 6 mois. Ça veut dire que ça a été intense. Les équipes ont bossé comme des fous là-dessus pendant 6 mois, quoi. Et vous ne trouvez pas ça sur les marchés financiers. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à Nisrine. Oui, bah, je pense que je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Dire les différences entre petites boutiques et grandes banques d'affaires. Bah, finalement, les deux sont intéressants. C'est sûr que après, les petites boutiques sont peut-être un petit peu plus accessibles. Oui, puis il y en a plus. Puis il y en a plus. Hein, il y a plus, Voilà. je ne sais pas, sur la place de Ils vont peut-être Paris. se concentrer plus sur le soft skill, sur les soft skills. Alors, il est clair que alors là maintenant, on rentre plutôt dans la partie recrutement entre guillemets, c'est-à-dire comment intéresser soit une boutique une petite boutique, soit une grande banque. Votre CV est important. Il y a deux choses qui sont importantes selon moi, c'est votre CV. Alors il y a le diplôme évidemment, et votre CV, comment dirais-je, sa structure, sa cohérence, et puis son mémoire. N'oubliez pas que de plus en plus, maintenant c'est obligatoire, pour avoir un master, il faut avoir rédigé un mémoire de type académique, et le sujet du mémoire, évidemment, impacte sur l'intérêt que peut porter quelqu'un qui lit votre CV. Hein, puisque si je cherche quelqu'un dans les financières, je vais avoir le diplôme de l'ESAM, je vais avoir un master CCA, je vais avoir un DSCG, etc. Bon, le recruteur, il sait que c'est à peu près identique, hein, en termes de contenu, en tout cas dans son métier, dans ce dont il a besoin, l'analyse financière. Par contre, bah, il ne sait pas très bien qui sélectionner dans tout ça. Et le mémoire va être important, le sujet, et pour regarder si c'est quelque chose qui est en lien avec ce que vous annoncez, puisque vous avez écrit une lettre qui est toujours dithyrambique, monsieur, madame, c'est avec un intérêt vraiment incommensurable que votre entreprise m'intéresse, j'ai toujours rêvé de faire ça, blabla, donc ça c'est votre partie marketing perso, ok, mais ça, faut que je le vois sur le CV. Si vous m'écrivez un truc comme ça et que sur votre CV, vous avez un mémoire sur, je sais pas moi, l'évolution du cours de poisson sur la période 1802-1814, je ne suis pas sûr que ça m'intéresse. Je suis pas sûr d'avoir envie de vous voir. Donc après, par contre, une fois que j'ai lu que votre mémoire rentrait son sujet dans le cadre de l'analyse financière, par exemple, ou de l'évaluation, alors je vais vous convoquer. Et là, ça va être les soft skills, ça va être tout simplement votre présentation, pas seulement comment dirais-je, la présentation physique, hein, mais aussi justement cette capacité relationnelle. Et on aura envie ou pas, il faut que ça fit, hein, comme on dit, il faut que ça matche, on aura envie ou pas de continuer avec vous. Alors je vais vous donner un exemple qui est assez étonnant. J'interviens aussi dans un master de finance à Lille et de gestion. Et j'ai une de mes anciennes étudiantes qui postulait pour rentrer dans une grande entreprise, Leroy Merlin, pour ne pas la nommer, en chef de rayon. Donc ça n'a rien à voir avec les M&A, mais l'histoire est intéressante. Elle arrive, elle est convoquée. Dans la salle d'attente, il y a un type de l'EDEC. Alors l'EDEC, c'est
l'équivalent d'HEC dans le Nord, en gros, pour simplifier, c'est la numéro 3, numéro 4 française, et puis un autre de l'ESSEC, qui est elle, avec son diplôme universitaire. Donc elle se dit, en discutant avec eux, oh là là, c'est mort, c'est eux qui vont être pris. Donc elle rentre, elle fait son sketch, etc. Et puis elle repart en disant, bon, de toute façon, c'est foutu, vu les calibres qu'il y avait, c'est mort. Et avec des jeunes très imbus d'eux-mêmes, comme d'hab, etc. Bon. Et à sa grande surprise, le lundi, elle est recrutée. C'est-à-dire qu'on l'appelle, on dit, ben voilà, c'est vous qui avez été recruté. Donc elle passe la période d'essai, et là, elle part en CDI. Et donc, juste avant de signer CDI, elle retourne voir la personne qui l'avait recrutée, entre guillemets, en disant, voilà, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu m'as pris? Parce que ça m'intrigue. Réponse du gars, cash, a été bah, c'est simple, tu es la seule à avoir dit bonjour monsieur, alors que les autres ont dit jour. Et puis ensuite, tu m'as dit en partant, merci monsieur de votre attention, au revoir monsieur, les autres se sont levés, se sont barrés, et basta. C'est tout. C'est ça les soft skills. Alors aujourd'hui, on traduirait ça par éducation. Il y a des codes, il faut les connaître les codes, il faut les appliquer. C'est très important. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question Sébastien, ou à ta remarque. Bah, je pense que oui. Je pense que c'était bien, en tout cas très complet. Donc, il y a une autre question d'Eline. Comment se déroule une transaction en M&A? Tiens, c'est intéressant ça. Oula. Alors comment ça se déroule? C'est compliqué, on en a pour un moment, donc je vais essayer de simplifier. Une transaction M&A, d'abord, il faut qu'il y ait un acheteur et un vendeur, si ça ne marche pas. Il faut que l'acheteur, entre guillemets, soit intéressé par le secteur d'activité ou l'entreprise. Donc il faut que la direction générale donne son accord de principe, sinon ça ne sert à rien. La direction générale de l'acheteur. Et qu'il a constitué une équipe et faire appel à des prestataires, d'où la grande banque d'affaires pour les grands groupes et la petite boutique pour les plus petites entreprises et grosses PME. Et donc à partir de là, elle donne un mandat pour monter l'ensemble. Monter l'ensemble, c'est technique, mais c'est aussi en termes de négociation, c'est-à-dire prise de contact et puis discussion. Donc là, il faut savoir parler, il faut savoir négocier, il faut savoir présenter les choses, il faut savoir faire en sorte qu'on optimise pour son client et qu'à la sortie, le deal se fasse. Mais c'est énormément de négociations, de discussions, d'attention portée à l'autre. C'est ça l'enjeu des M&A. Après, la technique n'est que l'outil que je vais utiliser pour pouvoir arriver à mes fins et, par exemple, en évaluation, être capable de trouver la bonne fourchette et puis ensuite de négocier le bon prix. Voilà. Mais il n'y a pas de... La technique ne suffit pas. C'est de la négociation pure et dure. Après, il y a toute une partie qu'on n'évoque pas beaucoup en France et qui va se développer aussi. Le MBA de l'ESAM va porter aussi là-dessus. C'est la suite des événements. Une fois que le deal est fait, c'est bien beau, mais vous avez des équipes qui vont devoir travailler ensemble. Si elles ne sont pas suivies et accompagnées, ça va être une catastrophe. N'oubliez pas que les 2 tiers des fusions-acquisitions sont des échecs. Souvent à cause de la culture d'entreprise de l'acheter qui n'est pas prise en compte par l'acheteur. C'est ça aussi, ces soft skills. Ça s'apprend à écouter l'autre et puis à essayer de, c'est ce qu'on appelle le management du changement, à mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à... Autre question, comment postuler dans les différentes maisons, trouver les offres d'emploi et de stage? Ça c'est peut-être plus pour moi parce que effectivement, Doc Finance déjà évidemment, parce que j'en suis le représentant. Donc Doc Finance, on va retrouver les offres de stage, les offres d'emploi, les entreprises, notamment les petites boutiques et puis les banques. BNP, etc. Cassib évidemment aussi qu'on va retrouver. Le réseau qu'on va retrouver sur Doc Finance aussi avec 700 000 membres, donc il y a quand même du monde. Ça va être pas mal. Après le réseau qu'on va se faire au fur et à mesure, on en a parlé avec Michel. De toute façon, le réseau est important, surtout en M&A. De toute façon, donc c'est développer son réseau, passer du temps là-dessus. Voilà, passer du temps sur le développement de son réseau. Tout à fait. Alors, en ce moment, c'est pas forcément le meilleur moment, justement en ligne, justement. Voilà, de façon virtuelle sur Doc Finance notamment, mais c'est important, Tout à fait. Alors, il y a aussi c'est la fin de ce que je voulais dire sur le CV. Il y a le mémoire, mais après il y a aussi la cohérence de votre CV.
Si vous êtes à 5 ans d'études et que vous avez jamais fait de stage en entreprise, vous allez avoir un problème, ça c'est clair. Si vous avez commencé par faire un stage, je sais pas moi, un BAFA de je sais pas quoi en première année, puis après vous êtes passé à, comment dirais-je, encadrant de colonie de vacances. Donc le BAFA c'était à l'EDF et puis les colonies de vacances c'est la colonie de vacances de l'EDF. On se dit ok, papa doit être là-dedans visiblement. Donc, c'est pas cohérent, si vous voulez. Donc, à un moment donné, il va falloir que vous orientez vos stages vers ce genre de choses. Donc, ça va être conseiller financier bancaire, ça va être, comment dirais-je, participer à des colloques, à des revues, pourquoi pas, pour montrer que vous avez une appétence dans ce domaine-là. Sinon, on ne se découvre pas d'un seul coup analyste financier à bac+5, quoi. Ça n'a pas de sens. Alors, qu'on ne soit pas trop orienté jusqu'en bachelor ou licence. 3. Bon, ok, pourquoi pas. Mais en M1 et M2, alors là, ça doit être focus à fond, quoi, hein. On doit lire sur votre CV que vous avez faim, vous avez envie de faire ça et que c'est votre vie, quoi. Donc là, le stage est très important. On a une question de Nicolas Mastiot. Peut-on dire que les métiers de l'investissement sont les métiers de demain? À quel changement pensez-vous que ce secteur sera confronté? Oula, grosse question. Alors, bon, déjà, c'est pas un secteur, hein, c'est tous les secteurs. Euh, c'est une compétence, si vous voulez, mais c'est pas un Le secteur. Le métier, le secteur, métier. c'est l'industrie, Ouais, l'agroalimentaire, etc. parler de Donc métier. là, oui, donc les métiers de l'investissement, c'est clair que ce sont des métiers de demain, c'est ça, c'est une certitude pour plein de raisons. La première raison, c'est que pour l'instant, on est dans une période un peu faste où l'argent est disponible et pas cher, mais demain, immanquablement, il va remonter Pas parce tout de qu'il suite. va se raréfier. On ne sait jamais, hein, hein, au mois de février 2020, tout le monde pensait que Airbus serait numéro un mondial et le resterait un moment parce que Boeing avait des problèmes avec le 737. Et puis, un mois plus tard, on annonce qu'avec le Covid ou la Covid, ils sont en chute libre et puis on espère qu'ils reviendront au niveau 2019 en 2025. Donc, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait pour le coup. Et puis peut-être aussi que les États vont avoir de plus en plus besoin d'argent, donc avec tous les déficits publics qui se développent. Et puis l'argent que vous donnez à l'État, ben, vous ne le donnez pas aux entreprises, hein, il n'y a pas de mystère. Donc peut-être qu'on va raréfier l'argent, donc ce qui est rare et cher. Donc l'argent pourrait remonter aussi. Deuxième élément, s'il se raréfie, il va falloir optimiser. Et donc là, les métiers de l'investissement et du financement sont fondamentaux. Et donc, première étape de la réflexion. Deuxième étape de la réflexion, on est sur ce qu'on appelle un changement de paradigme, là, la numérisation, le big data, la blockchain, qui est beaucoup plus importante encore pour moi, va faire vraiment bouger les lignes d'une manière considérable. Considérable. Les investissements vont être massifs. Hein, quand vous investissez dans le big data, le matériel, c'est énorme. Et il va falloir s'y mettre. Alors, le matériel, pour l'instant, est très cher. Il va tendanciellement baisser, on appelle ça des économies d'échelle, mais on va investir massivement là-dedans. Il faudra être capable d'analyser la rentabilité. Donc oui, les métiers d'investissement sont des métiers de demain, mais comme ils étaient des métiers d'hier, voilà, simplement ils vont nécessiter sans doute plus de compétences prospectives. Et numérique. Et numériques, bien sûr. Donc à quel changement dans ce secteur? Je pense que le changement, comme vient de le dire Sébastien, c'est lié à toute l'utilisation des outils numériques, le big data, et je pense surtout, moi, la blockchain. Je pense que la grosse révolution qui arrive, c'est la blockchain, plus que le big data. On a une autre question de Sylvain. Au niveau de la culture financière, quel récent deal serait intéressant de connaître pour un entretien? Oula. Alors, il y en a un qui est intéressant, à mon avis. Alors, il y en a. Ce qui compte, ce qui est intéressant, c'est les échecs. On apprend plus de ses échecs que de ses réussites, hein. Un grand PDG de l'entreprise General Electric qui s'appelle Jack Welch disait, moi, j'embauche que des mecs qui se sont plantés. Parce qu'au moins, ils savent ce que c'est de se planter et qu'ils savent que ça fait mal. Et ils font tout pour pas recommencer. J'aime pas les gens qui réussissent tout parce qu'en en fait, ils prennent trop de risques. Donc là, on apprend de ces échecs. Donc là, moi, il y a un premier échec qui me paraît intéressant, c'est le rapprochement entre, alors c'est Publicis, c'était il y a 5 ou 6 ans, Publicis et Omnicom.
deux agences de communication. Échec total, pourquoi? Parce qu'il y avait deux PDG à la tête, Lévy pour Publicis et l'autre, j'ai plus son nom, un américain, crise d'ego, quoi. Il y en a un qui voulait être calife et l'autre aussi. Donc quand vous avez deux califes, ça marche pas. Donc Is No Good, c'est une bande dessinée dans la vie, ça fonctionne pas. Et donc voilà, donc ça c'est intéressant de voir un échec de fusion-acquisition à cause de l'ego des dirigeants. Et c'est presque lié. Le deuxième échec intéressant, c'est le rapprochement entre Essilor et Luxottica. Celui-là, il date d'il y a 2 ans de mémoire, et pareil. Vous avez Luxottica, un chef d'entreprise italien, capitalisme familial, qui s'est créé au niveau numéro 1 mondial. Il a racheté toutes les licences Ray-Ban et compagnie, notamment. Et puis Essilor, qui ancienne filiale de Saint-Gobain, de mémoire, qui faisait les verres. Et donc là encore, en fait, l'italien a voulu bouffer le français, qui n'a pas été d'accord. Donc c'est compliqué. Après, vous avez des réussites qui sont intéressantes à analyser. C'est justement le rachat de SFR par Altis. Où là, ce qui est intéressant, c'est de voir quel a été le modèle financier qui a été mis en place. C'est-à-dire un investissement, des emprunts massifs. Hein, où il y a eu, je ne sais plus, de mémoire. Donc le deal était sur 17 milliards d'euros, dont de mémoire 4 milliards en échange d'actions, et donc il fallait 12 milliards, trouver 12 milliards, 12 ou 13 milliards. Voilà. Et donc sur les 13 milliards, donc Drahi d'Altis en a apporté 4, je crois, et donc il en a emprunté 8 ou 9 sur les marchés financiers. Et tout le monde a dit c'est complètement fou, sauf que le deal a été couvert plus de 100 fois. C'est-à-dire que s'il avait demandé 800 milliards, on les lui redonnait. C'est ça que ça signifie. Donc là, c'est intéressant de regarder ce deal-là au plan du montage financier. Voilà, puis après, tous les deals sont intéressants, quoi. Donc là, il faudrait que je passe 2 heures à décortiquer tout ça. Donc, Super intéressant en tout cas, Sylvain, pour les prochains entretiens, je pense que ça va aider. Puis pour les autres, évidemment. On a une autre question à nouveau d'Iki. Est-ce que vous auriez des livres à conseiller pour développer les connaissances en M&A? Honnêtement, non. C'est ce que Sylvain, question de Sylvain sur la culture financière. Essayez d'aller sur le site des Échos pour prendre un petit peu les archives et pour essayer de creuser. Donc vous tapez fusion-acquisition M&A dans le site des Échos et puis vous regardez ce qu'ils peuvent sortir comme article gratuit. Donc ça va vous permettre d'avoir quelques infos. Mais ça, c'est plus un partage de connaissances, justement, et d'expériences. Par contre, sur les livres, non, il n'y a pas de livre de M&A, quoi. C'est des techniques, c'est l'analyse financière, c'est la négociation, c'est l'ingénierie financière, c'est l'évaluation. Donc, je vous dirais que The Book, c'est le Vernimen. Le Vernimen qui vient de paraître, hein, entre parenthèses, il est paru, donc j'ai eu le mail de Kiri qui est sur ma boîte mail hier ou avant-hier. Voilà, c'est le Vernimen. Voilà. Les juristes, ils ont le Dalloz, les financiers d'entreprise, ils ont le Vernimen, et là-dedans, il y a tout. Et puis, il y a aussi n'hésitez pas à vous abonner à la lettre vernimen.net, qui est gratuite, et qui, tous les mois, vous donne des informations sur l'analyse financière, sur les taux d'actualisation, sur les maîtrises de BE, etc., sur tout le métier de la finance d'entreprise. Donc, c'est là-dessus que vous aurez des renseignements de qualité, mais des bouquins sur le M&A, non. Parce que c'est les techniques que vous maîtrisez. Et les Vernimen les développent toutes. En plus, le M&A, c'est pas vraiment une discipline en plus. Bah non. C'est un conglomérat de disciplines. Tout à fait. L'évaluation, le juridique, la fiscalité. La fiscale, oui, l'importance. Les RH. Absolument, les RH, la technique, l'ingénierie, voilà. Donc c'est une application entre guillemets de différents métiers qui travaillent ensemble dans un temps limité pour un objet donné. Voilà. Donc il n'y a pas de bouquin là-dessus. Alors vous en trouverez, hein, mais est-ce qu'il soit intéressant, c'est autre chose. On a une question d'Arthur. Est-ce qu'il existe des passerelles entre les mondes du M&A et du consulting financier pour un éventuel passage de l'un à l'autre, ou bien ce sont deux univers assez hermétiques? Alors, ce ne sont pas des univers hermétiques, mais c'est des univers à sens unique. C'est-à-dire que vous pouvez aller du consulting financier vers le M&A.
Par contre, il n'y aura aucun intérêt d'aller du M&A vers le consulting financier, parce que c'est entre guillemets une rétrogradation, si vous voulez. Dans le sens où voilà, le M&A, vous participez à une équipe, donc vous allez prendre de l'ampleur dans l'équipe et puis augmenter la taille des deals qui peuvent vous être confiés, alors que le consulting financier peut vous mener au M&A, mais ensuite, une fois, ou alors vous créez votre propre boutique. Et là, vous commencerez par le consulting financier. Mais oui, donc c'est pas hermétique, mais c'est pas osmotique non plus. C'est-à-dire que c'est plutôt d'un sens vers l'autre, mais pas dans les deux sens. Ça n'a pas de sens. Mais du coup, ça peut être aussi une solution de commencer en consulting financier et de basculer en Oui, M&A, un peu comme les transaction services en cabinet tout à d'audit. fait. Tout à fait. C'est une des portes d'entrée possibles. Question de Aloise. Comment conseillerez-vous de travailler le fit? Bah déjà, il faut s'entraîner. Il faut se présenter devant ses copains, devant son papa, sa maman, et puis participer à des, je sais pas, il y a toujours des salons financiers qui se déroulent et prendre la parole pour poser des questions. Donc déjà, on va structurer sa question, on va essayer de la développer, puis on va prendre de l'assurance. On va essayer voilà, de défendre un point de vue. Et donc, à un moment donné, c'est parce qu'on a cette capacité de défendre un point de vue qu'on va intéresser le type qui est en face. Vous savez, sur un CV, ce qui compte le plus, à part le mémoire, ce que j'ai évoqué, c'est le fait que vous soyez champion de France de gymnastique ou pompier volontaire. Parce que là, on se dit, tiens, ça, c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Et donc, on a envie de voir ce que vous avez dans le bide et comment vous fonctionnez. Et à partir de là, eh bien, vous allez intéresser l'autre. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ce que j'ai appelé les codes. Il faut maîtriser les codes, il faut connaître les codes. Alors les codes, ça va des choses complètement insignifiantes. Euh, Essayez de vous procurer la banque suisse UBS, la banque d'affaires UBS, donne un code vestimentaire pour tous les jeunes qu'elle embauche. Et c'est hallucinant. C'est la couleur des chaussures, de la ceinture. Ah ouais? Donc, par exemple, oui, on ne doit pas, évidemment, mais ça, c'est dans toutes les grandes maisons, on ne doit pas mettre de chaussures marron après 18 heures. Après 18 heures, c'est obligatoirement chaussures noires. Avant, on peut, c'est décontracté. Pour les filles, il y a obligation d'avoir un foulard. Et le foulard doit être noué d'une certaine façon. Pour les garçons, il faut un dress code avec la cravate qui va avec la chemise, etc., qui est toujours blanche, etc., etc. Les filles n'ont pas le droit d'avoir des chemisiers avec les manches échancrées, de telle sorte qu'on ne voit pas, entre guillemets, excusez-moi, les nids de poules qu'on pourrait trouver sous les aisselles, par exemple, ou qu'on ne voit pas la couleur du soutien-gorge. Donc le dress code, mais c'est 40 pages. Hein. Voilà, c'est ça les codes. Donc ça, il faut les maîtriser. Quand vous rentrez dans une maison, il faut vous renseigner sur les codes. Moi, la première chose que j'ai faite quand j'ai commencé dans une autre vie à faire de l'analyse financière, c'était justement pour une entreprise suisse d'origine luxembourgeoise. Euh, eh bien, quand je faisais de l'analyse financière et quand je devais rencontrer donc un dirigeant, je devais impérativement avoir des informations sur le dirigeant. Qui est-il? Quelle est sa corpulence? Est-ce qu'il est chauve? Est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il est maigre? Est-ce qu'il est sportif? Pourquoi? Parce que je me préparais par ce biais-là à l'entretien en disant, à la première rencontre, je dois savoir qui je vais avoir en face de moi, je dois me préparer. Donc là, sur le fit, si Aloïse, c'est l'idée que vous avez du fit, c'est-à-dire pour que ça fonctionne, c'est ça, renseignez-vous sur l'entreprise, il faut que vous soyez incollable sur son histoire, sur les personnes, allez sur le web pour trouver leurs photos, pour voir quelle tête ils ont. Voilà, et quand d'abord, ça vous permettra de savoir tout de suite qui vous avez en face de vous, si c'est bien le patron, si c'est pas quelqu'un d'autre, parce que si vous dites bonjour monsieur le directeur général, et puis en fait c'est la secrétaire, ça va être embêtant. Voilà, donc, et puis renseignez-vous, quoi. Quelle est l'entreprise, son chiffre d'affaires, son évolution, est-ce qu'elle a une spécialité? C'est l'intérêt que vous portez à l'autre qui fera que l'autre s'est intéressé par vous, très clairement. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ce qu'entendait Aloïse par la notion de fit. Moi, je l'ai compris dans la notion de faut que ça colle, faut que ça matche. Aloïse, n'hésitez pas à dire si ça répond à votre question.
Ça fait à peu près 1 heure qu'on est ensemble. Si vous avez une petite dernière question, allez-y. En attendant, peut-être un dernier conseil finalement à ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent se lancer dans une carrière en M&A. Le conseil principal d'abord, c'est d'y croire, parce que si vous y croyez pas, personne ne fera à votre place. Et d'être capable de... Ouais, vous êtes qui dans 5 ans? Et à partir du moment où vous savez, on appelle ça de la vision, à partir du moment où vous savez qui vous serez dans 5 ans, vous allez tout faire pour y arriver. Alors que si vous ne savez pas très bien précisément ce que vous voulez faire, ça va être dur, hein. Voilà, donc c'est déjà... les âmes, je crois, avaient une signature qui ressemblait à vivez vos rêves, quoi. Faites ça, vivez vos rêves. Ce serait pas mal. Super. Aloïs qui dit oui. Super. Merci. Je suis voilà, content donc d'avoir c'était la bonne répondu à tout le réponse. monde. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. On pourrait en parler évidemment plus longtemps, mais je pense que c'était une bonne introduction. En tout cas, j'ai appris pas mal de choses. Donc merci beaucoup Michel pour cette belle intervention. C'est un vrai plaisir. Et puis d'avoir Voilà. des jeunes qui sont intéressés, Plaisir partagé. C'est toujours un plaisir. Donc Voilà, moi, je suis prêt à refaire ça quand vous voulez. Pas tous les jours quand même. Avec plaisir. En tout cas, il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de personnes sur le live, pas forcément qui ont posé des questions, mais qui l'ont vu. Donc merci, merci à tout le monde d'y avoir participé. Donc encore un grand merci à Michel pour sa participation. Pour information, le prochain mois thématique, donc ça sera au mois d'octobre, ça sera sur les métiers de l'audit interne, externe. Donc vous retrouverez à partir de jeudi un premier article de fond avec un gros travail sur finalement des interviews d'entreprises, des interviews d'opérationnels qu'on va synthétiser. Donc ça, vous le retrouverez jeudi sur Doc Finance dans la partie actualité de Doc Finance. J'aurai le plaisir de réanimer un live du coup dans 2 semaines, le mardi 13 octobre, sur le sujet de l'audit interne et de l'audit externe, un métier différent ou similaire. Donc on verra si on aura la réponse à la question. Avec l'intervention d'Adrien Lehmann, auditeur à la Banque de France, et Anne Lemans, directrice scientifique du master spécialisé audité conseil de l'ESCP Business School. Je profite également pour vous inviter au live exceptionnel qui aura lieu du coup le 8 octobre avec la remise du trophée du meilleur financier 2020 où le grand gagnant du coup sera connu. Donc on le fait en live. Alors on devait le faire en présentiel. Suite au contexte, on l'a transformé en live et je pense que ça va être très très sympa. Du coup, c'est le 8 octobre à 18h. Donc, il y aura la participation de Generali France, de Generali Luxembourg, de la Banque Postale, de BPI France et de la SNCF en termes d'entreprise. Beaucoup de partenaires également ont participé à ce trophée. Beaucoup d'écoles, notamment les âmes, y a participé et participera au prochain trophée 2021. Donc on se retrouve le 8 octobre 18h, le 13 octobre pour l'audit interne, l'audit externe. Et puis voilà, je pense qu'on a tout dit. Encore merci Michel. C'était un plaisir. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci à vous. Petit mot pour les âmes dont Michel fait partie. Vous retrouverez également la page de les âmes et les informations sur leur programme sur le site de Doc Finance dans la partie formation. Voilà, merci, bonne soirée, très bientôt et surtout portez-vous bien. Allez, au revoir. Faites attention à vous. C'est ça. Pour demain. Hein. Bon à courage. bientôt. Au revoir.